pour cette. Oh. Je suis enregistré, donc je ne dirai plus rien. Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Donc, effectivement, moi, je suis dans l'angle mort du GERPISA, dans le bâtiment d'en face. Donc, c'est normal que l'angle soit mort, parce qu'entre bâtiments, il y a toujours des murs. Tout ça pour dire que nous, on regarde le véhicule électrique dans le cadre de la chaire Armand Peugeot sous l'angle des nouveaux business liés au fait qu'un véhicule électrique, quand il roule, il rend service à l'utilisateur qui se déplace, et puis quand il est arrêté et qu'il est connecté à son environnement, et donc on précisera les différentes formes d'environnement après. Mais quand il est connecté à son environnement, si on est capable de gérer intelligemment cette connexion, et évidemment il y a un gros si on est capable de le gérer intelligemment, alors c'est une ressource qui a de la valeur, pour le conducteur, qui a de la valeur pour l'endroit où ce véhicule est connecté, et qui du coup peut devenir effectivement une ressource sonnante et trébuchante pour celui qui possède le véhicule, ou pour celui qui gère le véhicule, ou pour un partage des bénéfices entre celui qui possède le véhicule et celui qui gère ce véhicule. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. C'est aussi le sous-titre pourrait être 10 ans de recherche à Centrale Supélec sur l'économie du véhicule électrique avec cet angle-là. Donc il y a des fois où ça va être un peu rapide, mais si vous voulez qu'on y revienne après, je pourrais y revenir sans aucun souci, bien sûr. En gros, l'introduction est toujours classique, hein. On a besoin de plus en plus de décarbonisation du secteur du transport et de la mobilité. Les deux ensemble constituent une part importante des émissions de CO2, et on se dit que pour satisfaire ce besoin de décarbonisation, eh bien, traiter le transport et l'électricité résout une partie non négligeable du problème. Du coup, on a un besoin pour développer des véhicules électriques parce que les normes CAFE vont dans ce genre, vont dans ce sens, parce qu'il y a de la pollution, parce que les gens en ont un peu marre des voitures, et le tout voiture commence à être un petit peu dépassé. Donc, l'idée, c'est de essayer de retrouver des espaces où le véhicule électrique retrouve un peu du lustre que son équivalent thermique a perdu. Et il y a beaucoup d'engagements politiques pour pousser l'adoption de véhicules électriques, que ce soit de manière positive en donnant des subsidies ou en manière négative en interdisant les ventes de véhicules non électriques. Donc en Norvège en 2025, en France en 2040, en Angleterre en 2030, plus l'impact des villes qui veulent avoir des zones zéro émission, plus des fabricants de voitures qui s'engagent à, à un horizon plus ou moins long, à ne plus faire que des véhicules électriques. Bon, Tesla, évidemment, est un cas particulier puisqu'ils n'ont jamais fait autre chose, mais Jaguar, Fiat se sont engagés récemment pour dire qu'ils ne feraient plus que du véhicule électrique à un horizon plus ou moins long. Et du coup, il y a eu un boom du véhicule électrique pour l'ensemble de ces raisons. À la fois les côtés positifs, les subsidies, les subventions, et le côté négatif, les punitions. Mais les deux font partie du monde des incitations, hein. C'est la carotte et le bâton qui font avancer l'industrie et les acheteurs. Donc là, vous avez une jolie courbe qui, partant de 2010 à quasi rien, arrive à 2020 à quelques millions d'exemplaires. Donc, bonne nouvelle, les ventes de véhicules électriques existent. Du coup, nous, notre point de départ, c'est de se dire, en fait, les véhicules électriques, c'est super. Ils stockent beaucoup d'énergie comparativement à leurs usages. En fait, si on regarde le stock de véhicules électriques aujourd'hui, les plus petites batteries, c'est 16 ou 24 kWh, et les plus grosses, c'est 100 kWh. Et du coup, la stratégie de tous les opérateurs, suivant Tesla, ça a été de mettre de plus en plus de kilowattheures dans les batteries pour lutter contre la fameuse range anxiety, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de batteries pour faire la mobilité, pour couvrir l'ensemble des besoins de mobilité.
Or, le problème, c'est que dans les besoins de mobilité, on va dire qu'il y a deux familles de besoins de mobilité. La mobilité journalière, celle qui nous fait faire une vingtaine de kilomètres par jour, et la mobilité exceptionnelle, celle qui nous fait faire 800 kilomètres pour partir en vacances. Et du coup, pour la mobilité quotidienne, 24, 30, 24, 30, 35, 50, 60 kWh, c'est beaucoup. On va plus se recharger comme en 2010 avec 16 kWh tous les jours, on va se recharger une fois par semaine. Et donc, on voit que si on caricature un petit peu l'évolution, les véhicules électriques de la moyenne des non-Tesla est à peu près au niveau des capacités de production, des capacités de stockage de Tesla au début des années 2010. Donc, avec une petite dizaine d'années d'écart, les véhicules 2020, 2021, 2022 ressemblent aux véhicules électriques Tesla 2010. Du coup, ça fait des grosses batteries qui circulent sur les routes avec un besoin journalier qui est plus que satisfait, puisque si on regarde l'évolution des besoins de recharge, en 2010, pour la courbe bleue, c'est un besoin de recharge tous les jours. Maintenant, on a un besoin de recharge tous les semaines ou tous les 10 jours. Pour les véhicules en rouge, évidemment, c'est encore plus espacé. Et donc, du coup, sachant qu'un véhicule électrique, ça consomme entre 15 et 20 kWh pour faire 100 km, et que la distance moyenne parcourue, c'est entre 24 et 40 km par jour, vous voyez qu'ici, si on prend la carte de France de la mobilité, avec les distances parcourues, il y a très peu de zones rouges. La zone rouge, c'est 90 km par jour. La plupart des zones, on est entre le vert et un petit peu de jaune. Donc, pour les besoins journaliers de mobilité en France, grosso modo, on pourrait dire que le véhicule électrique moderne de 50-60 kWh sert sans aucune difficulté. Évidemment, reste la mobilité longue distance qui, elle, pose problème, puisqu'il faudrait électrifier les autoroutes et les routes nationales pour permettre la mobilité entre Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, etc., etc. Ce qui est un deuxième problème et qui est traité à part, puisque sur les autoroutes, c'est une autre économie, parce que c'est l'économie des concessions autoroutières, et donc ce n'est pas forcément la même problématique de diffusion des infrastructures de recharge. Et donc, du coup, si on se met dans cette logique de se dire qu'on a des batteries de 50 kWh et qu'on en utilise grand maximum 5 kWh ou 10 kWh par jour, eh bien, on est dans une situation où nos batteries sont un petit peu trop grosses et donc on a une flexibilité. On a une flexibilité qui peut être utilisée pour stocker de l'énergie à un moment où on n'en a pas vraiment besoin, mais parce que le réseau ou la production d'énergie renouvelable est très forte, et donc on pourrait se dire j'en ai pas vraiment besoin, mais je peux quand même rendre service. Ou au contraire, comme dans la période actuelle, il y a un manque d'énergie et donc on pourrait puiser dans les batteries les quelques kilowattheures qui peuvent être utiles pour alimenter une maison ou pour faire un complément de ressources au réseau de distribution ou au réseau de transport. Qu'est-ce que c'est que cette flexibilité qui vient de la part des véhicules électriques? C'est l'idée que si on a une flotte de véhicules électriques qui est ici modélisée en orange et qu'on prend la courbe bleue qui est la courbe naturelle de la consommation d'électricité française, si on laisse faire la recharge, qu'on appelle une recharge naturelle ou non contrôlée, eh bien, les gens vont se connecter une fois par semaine quand ils rentrent le soir au travail, du travail, et ça va avoir une tendance à augmenter la pointe de consommation, donc les émissions de CO2, donc les coûts pour tout le monde. Si on met en place la gestion un peu simpliste, type ballon d'eau chaude, on transfère ce pic de consommation de l'heure de pointe de la nuit, de l'heure de pointe du soir, à une consommation nocturne. Et évidemment, si on va un petit peu plus loin, et ce qui est évidemment là où on aimerait bien aller dans notre laboratoire de recherche, c'est de dire oui, mais on peut aller un petit peu plus loin, on peut faire mieux que déplacer la recharge, on peut restituer de l'énergie au réseau et écrêter les périodes de consommation extrême et donc de réduire les prix de marché, pas seulement pour les véhicules électriques, mais pour l'ensemble des consommateurs.
qui crée une espèce de boucle vertueuse où on peut décharger son véhicule pour satisfaire les besoins des maisons, des bâtiments et des réseaux. Donc, il y a plein d'usages potentiels avec plein d'acteurs différents. Si je suis un consommateur domestique, mon objectif, c'est d'optimiser ma facture d'électricité ou mon taux d'autoconsommation si j'ai des panneaux photovoltaïques. Pour l'ensemble du système électrique, ça peut être de donner des solutions de ce qu'on appelle de réglage de fréquence pour garantir la stabilité du réseau de transport. On peut aussi imaginer d'offrir des services de gestion de la tension pour le réseau de distribution ou faire de l'arbitrage intertemporel. Pour les réseaux de distribution, c'est là où on va pouvoir soulager les congestions locales, faire du réglage de tension, éventuellement participer au remplacement d'un investissement important par l'utilisation de la flexibilité venant du stockage, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard dans les sources de revenus que les véhicules électriques, du coup, peuvent adresser en échange des services qu'ils peuvent rendre. Et donc, du coup, la question qu'on va poser assez rapidement, c'est de dire, c'est super, j'ai une capacité de flexibilité, je pourrais me charger plus que ce que j'ai prévu pour rendre service ou utiliser plus ma batterie que ce que j'ai prévu pour rendre service à qui a besoin de service, allant de moi-même jusqu'au réseau électrique. Et donc, du coup, je vais rentrer dans une logique d'arbitrage entre ce que moi j'ai besoin et ce que les autres ont besoin. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter de la flexibilité de cette distribution, de cette énergie distribuée, de ce stockage distribué que représentent les véhicules électriques. Donc, ces acheteurs potentiels, c'est soit les marchés de l'énergie, et il y en a un certain nombre, ou les gestionnaires de réseau, et là aussi, il y en a un certain nombre. Et donc, du coup, la question des nouveaux business models qu'on adresse, c'est de savoir est-ce qu'on est plutôt dans des usages privés, ce qu'on appelle en aval compteur, ou est-ce qu'on est plutôt avec des offres groupées de services pour adresser des marchés plus rémunérateurs, plus vastes, mais qui nécessitent une intégration dans une flotte de véhicules électriques ou dans des produits qui vont aller sur les marchés de l'énergie. Évidemment, le but de toute cette manœuvre est assez simple. On est financé par Stellantis, etc. Donc, le but du jeu, c'est qu'à la fin, on vende des véhicules. Et donc, on vend des véhicules, si possible électriques, plutôt que thermiques. Et ce que je vous présente là, c'est une étude de l'UFC Que Choisir d'il y a 2 ans, qui montre que si on se met au niveau des coûts totaux de possession, les véhicules électriques sont déjà moins chers pour les petites voitures, pour les citadines et puis pour les intermédiaires. Mais si on se met sur une logique de coût total de possession sur 4 ans, ce qui évidemment ne rend pas la chose très lisible pour monsieur et madame tout le monde, mais si on rajoute 500 €, 600 € de contributions venant des services que l'on peut offrir sur les différents marchés de la flexibilité par an et par véhicule, eh bien, on se retrouve avec un véhicule électrique qui est d'autant moins cher si on le compare à un véhicule thermique qui, lui, évidemment, ne peut pas offrir ces services. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre le véhicule électrique moins coûteux à l'usage et donc plus utilisé. Alors, comment on fait? Première question, évidemment, c'est qui a besoin? Qui a besoin d'électricité flexible? Qui aurait besoin de l'énergie que l'on peut stocker dans les véhicules électriques? Et la deuxième, c'est qui pourrait le payer? Parce que le fait d'en avoir le besoin ne veut pas forcément dire qu'on a le droit de le payer ou qu'on peut le rémunérer au juste prix ou d'une manière juste, puisque ce qu'on va voir, c'est que selon qui peut acheter,
euh, les règles du jeu ne sont pas encore optimisées pour permettre à l'ensemble des véhicules électriques de participer librement ou facilement à ces marchés. Donc, qui peut acheter? On va voir successivement que on peut offrir des services sur les marchés de l'électricité, qu'on peut les offrir aux gestionnaires de réseaux de transport, donc les TSO, pour Transmission System Operator, ou pour les DSO, les Distribution System Operator. Mais on peut aussi vendre ça dans des bâtiments ou dans des maisons qui seraient équipées de chargeurs bidirectionnels. Alors, voyons étape par étape ce qu'on peut faire. Donc, ce que j'essaye de vous montrer est résumé dans le graphique suivant, ou dans l'infographie suivante. Les véhicules électriques, ils peuvent être connectés à différents environnements. Chacun ayant un sigle un peu particulier, donc je vais les décrire là maintenant. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le véhicule to load, V2L. Là, on est dans un système où le véhicule électrique n'est pas connecté avec son environnement et il vient comme une ressource électrique. Et vous pouvez brancher votre perceuse, vous êtes dans un camping et vous voulez brancher votre télé ou votre climatiseur pour votre caravane. Des applications hors réseau. Deuxième lieu, vous êtes en véhicule to home, donc vous rentrez chez vous, vous vous connectez, vous êtes en aval compteur et là, vous faites ce que vous voulez. Troisième situation, vous êtes dans un bâtiment et dans ce bâtiment, le compteur électrique, il est au niveau de l'écoquartier. Et dans l'écoquartier, vous faites ce que vous voulez avec votre véhicule électrique. Tout ça se faisant avec des outils numériques d'optimisation qui ne nécessitent pas un dialogue avec les réseaux de distribution, avec les réseaux de transport. Puisque vous êtes derrière le compteur, vous avez le droit d'utiliser tout type de logiciel qui vous permet d'optimiser votre consommation. Si ensuite vous voulez discuter avec les réseaux de distribution et réseaux de transport, alors à ce moment-là, vous êtes dans le carré bleu en haut, qui est le véhicule to grid. Et dans le véhicule to grid, il faut que les règles des réseaux de transport et de distribution permettent le stockage d'électricité et que la rémunération des services offerts soit prévue, organisée, structurée. Et tout ça doit être bien évidemment proprement organisé et proprement rémunéré. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que, évidemment, il y a deux univers différents. L'univers du privé, en véhicule to load, véhicule to home et véhicule to business, où, grosso modo, on fait ce qu'on veut puisqu'on développe les logiciels qu'on veut. Et ensuite, en véhicule to grid, où, évidemment, là, ça nécessite une plus grande négociation avec les réseaux de distribution et les réseaux de transport pour, d'une part, expliquer quelles sont les ressources qu'on peut apporter et, d'autre part, définir une rémunération qui soit incitative. Et donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc, si on se met, donc là, je vous ai mis un tableau récapitulatif de l'ensemble des services potentiellement adressables par du stockage décentralisé venant de véhicules électriques. Donc, il y a ce qu'on appelait la catégorie A sur les marchés d'électricité, la catégorie B sur les réseaux de transport et de distribution et la catégorie C sur les consommateurs qui gèrent eux-mêmes leurs besoins d'électricité. Donc, pour chacune de ces lignes, il y a un certain nombre d'analyses économiques qui essayent de montrer, analyses techniques et économiques, qui essayent de montrer comment une flotte de véhicules électriques peut faire de la demand response sur les marchés de l'énergie, comment on peut faire de l'énergie arbitrage, comment on peut faire du réglage de fréquence, comment on peut offrir des capacités à long terme, comment on peut offrir des réserves, sur les rapports avec les utilities, comment on peut contribuer à retarder un investissement dans le temps, que ce soit au niveau des réseaux de distribution et des réseaux de transport, et comment on peut rendre service à ces deux gestionnaires de réseau qui ont des contraintes différentes et qui, du coup, peuvent avoir besoin de stockage d'électricité distribué pour des raisons différentes. Et enfin, pour les consommateurs, bon, là, c'est plus simple à calculer puisque on sait quel est le coût de l'énergie qui rentre dans la voiture, on sait quel est le coût de l'énergie que les gens achètent et donc l'arbitrage se fait assez facilement. Il n'y a que pour le backup power où là, il y a des pays dans lesquels avoir une énergie en réserve est très intéressante puisque la qualité de l'électricité qui vient
la qualité ou la quantité d'électricité qui vient des réseaux n'étant pas sûre, avoir un véhicule électrique fait une sorte de garantie de fourniture d'électricité de bonne qualité. Donc ça, c'est les trois grandes familles de ressources que les véhicules électriques peuvent adresser: les marchés de l'énergie, les réseaux et les consommateurs qui optimiseraient directement leur consommation d'énergie en utilisant leur stockage, leur véhicule électrique comme un moyen de stockage et de compensation, d'amortissement des évolutions des prix de marché sur leur facture d'énergie. Donc on va voir d'abord le premier point sur les marchés de l'énergie. Alors, le problème des marchés de l'énergie, c'est qu'il n'y en a pas un seul, qu'il y en a plein. Des marchés de l'énergie, il y en a, ici je vous en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail des 7 marchés sur lesquels les véhicules électriques peuvent avoir des contributions, puisqu'il faudrait 1 heure par marché, donc ça risque d'être un petit peu pénible pour tout le monde. Mais en gros, l'idée à retenir, c'est que ce sont sur ces marchés 1 heure avant le temps réel que la valeur des véhicules électriques s'exprime le mieux, puisque comme on a des outils de production ou des outils de stockage extrêmement rapides, ils peuvent aider fortement les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ou les marchés qui fonctionnent très proches du temps réel. Puisqu'il y a moins d'incertitudes quand on se rapproche du temps réel. On sait si on est connecté ou si on ne l'est pas. On sait si on sera pris dans les bouchons ou si on n'y est pas. Et donc, du coup, pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple de fonctionner en H-1, qu'en J-1, puisque en J-1, on ne sait pas si on sera chez nous, tandis qu'en H-1, on y est ou on n'y est pas. Donc, forcément, ça simplifie tous les calculs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on regarde, donc c'est du data management, hein, on regarde comment faire pour adresser chacun des marchés potentiels qui fonctionnent à la seconde, à l'heure ou par bloc horaire, c'est-à-dire 4 heures, 8 heures. Et on regarde combien de véhicules électriques on a en stock, quelles sont leurs marges de manœuvre pour absorber de l'énergie ou pour restituer de l'énergie. Et ensuite, en fonction de ce stock, on se pose la question de où est-ce qu'on le valorise. Et donc, nous, à Centrale Supélec, on a beaucoup travaillé sur la première question qui est le réglage de fréquence. On a travaillé aussi pas mal sur le réglage de tension, sur la demand response, sur le balancing et le reste, et le couplage avec les énergies renouvelables. Le reste reste à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la qualité de service, on n'a pas fait les balancing, on n'a pas fait congestion management, on n'a pas fait intraday market, on n'a pas fait time use, on n'a pas fait day market pour les block orders. Mais ça fait que 10 ans qu'on y est, donc il y a encore un peu de travail pour je pense, les 10 prochaines années. Surtout qu'entre-temps, une fois qu'on a fini d'étudier un marché, comme on met 5 ans à l'étudier, il évolue et il change et les règles changent, donc on est obligé un peu de réoptimiser les résultats qu'on trouve. Mais en gros, l'idée, c'est vous récupérez l'information des véhicules électriques, ce qu'ils sont capables de faire, vous l'agrégez et ensuite vous vendez ça sur le marché. Et vous êtes rémunéré en fonction de ce que vous échangez. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Je ne réponds pas, j'éteins. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on va donc fabriquer des offres, puisque évidemment, sur un marché de l'énergie, on va échanger des grosses quantités, on va échanger ce qu'on appelle des mégawattheures. Et des mégawattheures, c'est des millions de kilowatts. Et évidemment, nous, nos batteries, elles font des centaines de kilowatts, elles ne font pas des millions. Donc il faut agréger un grand nombre de batteries pour arriver à offrir des services. Plus le marché est ample, plus il faut vendre beaucoup de mégawattheures et plus il faut un très grand nombre de véhicules. Vous voyez qu'ici, il y a deux types de produits, des produits en capacité et des produits en énergie. Les produits en capacité, c'est les mégawatts et les produits en énergie, c'est les mégawattheures. La différence entre les deux, évidemment, c'est que vous faites fonctionner une puissance pendant 1 heure au lieu de la faire fonctionner pendant 1 seconde. Et évidemment, ce qui est intéressant pour les véhicules électriques, c'est de fournir plutôt de la puissance instantanée plutôt que du mégawattheure, puisqu'en mégawattheure, on n'est pas très riche, alors qu'en puissance, on est un petit peu plus à l'aise. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien beau, mais combien ça rapporte?
Alors, ça rapporte ce que les marchés délivrent comme prix. Donc, on est sur des prix compétitifs. Donc, s'il y a beaucoup d'offres, les prix sont faibles. S'il n'y a pas beaucoup d'offres, les prix sont élevés. Selon les années, les marchés et les situations, on est avec des rémunérations qui vont de quelques euros par mois à quelques centaines d'euros par mois. Donc, évidemment, comme ce sont des marchés, les rémunérations ne sont pas connues à l'avance et peuvent connaître des amplitudes très vastes, hein, puisque les prix de l'énergie vont aujourd'hui de 0 euros à 350 euros. Donc, évidemment, c'est difficile de vous dire, ça, vous gagnerez 20 euros de manière certaine. Du coup, une des difficultés, c'est qu'il faut mettre en place des règles de marché euh, qui soient claires et transparentes, et qui soient claires et transparentes dans un jeu où il y a beaucoup d'acteurs. Donc, dans ce graphique, j'essaie de synthétiser l'ensemble des relations pour faire fonctionner une offre qui irait sur un marché de l'électricité. Donc, pour qu'on ait un véhicule et un propriétaire qui soit rémunéré, il faut qu'il soit connecté à une borne de recharge. Pour qu'il soit connecté avec une borne de recharge, il y a un problème d'énergie qui doit être bidirectionnel et il y a un problème de signaux qui s'échangent entre d'un côté le propriétaire, enfin, d'un côté le véhicule et le système de recharge. Et le véhicule et le système de recharge ne peuvent communiquer que si le fabricant automobile permet cette communication. Ensuite, cette borne de recharge, elle communique avec ce qu'on appelle un agrégateur. L'agrégateur est celui qui fait les calculs. Donc, il récupère les données qu'il y a dans le véhicule, il récupère les besoins des gestionnaires de réseaux de transport, des gestionnaires de réseaux de distribution, il récupère les données de marché, et puis il regarde si on peut faire une offre intéressante ou pas. Et si on fait une offre intéressante, à ce moment-là, il fait l'offre, il prend l'énergie qu'il y a dans la voiture, il la rend disponible pour les réseaux de distribution, et en échange, les réseaux de distribution et de transport rémunèrent l'agrégateur, qui ensuite rémunère le propriétaire du véhicule. Et donc, du coup, si on veut que tout ça soit efficace, market-based et transparent, il faut changer toutes les règles existantes, puisque les règles existantes, elles existent pour les centrales thermiques, elles existent pour les centrales hydrauliques, mais elles n'existent pas encore pour les flottes de véhicules électriques qui sont des ressources distribuées de stockage de petites unités éparpillées sur le territoire. Travail réglementaire à faire, qui est de modifier les règles du jeu pour que cette flexibilité qui existe au niveau des véhicules électriques puisse être rendue disponible pour les différents marchés et les différents gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Le problème, évidemment, c'est que les règles de marché ne sont pas prévues pour les nouvelles technologies, puisque par définition, les nouvelles technologies arrivent avec des nouvelles ressources et des nouvelles problématiques qui n'étaient pas prévues, puisque justement, c'est des innovations. Là où on voit qu'on est une innovation, c'est quand on arrive dans un système et qu'on dit le système n'est pas adapté. Oui, évidemment, puisque vous arrivez avec quelque chose de nouveau. Donc, le système n'avait pas prévu que vous alliez arriver avec quelque chose de nouveau. Si vous êtes un véhicule terrestre à moteur et que vous dites je fais une super innovation, mais je reste un véhicule terrestre à moteur, vous ne changez pas grand-chose. Par contre, si vous êtes un véhicule terrestre à moteur et que vous dites maintenant j'ai des ailes et je peux voler, là je vous garantis que vous allez voir que c'est une vraie innovation parce que vous allez avoir besoin de négocier tout un tas de permis avec tout un tas d'agences de sécurité, et comment on fait avec les bâtiments, et qu'est-ce qui se passe s'il y a un crash, et patati et patata. Donc, plus on innove et plus on se rend compte qu'on va percuter des zones dans lesquelles il va falloir transformer les règles du jeu. Donc, ce qu'on essaye de faire, donc je vous fais des raccourcis en vous renvoyant vers des papiers qui expliquent en détail pourquoi les règles ne sont pas prêtes. Et donc, c'est un papier qu'on a fait avec Andrew Thompson pour expliquer l'ensemble des règles et l'ensemble des valeurs possibles adressables et l'ensemble des politiques qu'il fallait changer pour transformer un potentiel en réalité. Et donc, il y a 15 pages de description de ce qu'il faudrait changer. Donc, mais rapidement, c'est en gros, tout est fait pour les grosses unités de production, rien n'est fait pour les petites unités de production. Et donc, si on a des petites unités de production et de consommation, eh bien, il faut refaire l'ensemble des règles du jeu. Si on est sur les marchés de l'électricité, on a fait un focus sur cette question avec Olivier Borne et Marc Petit pour montrer que ce qui est très important, c'est de vraiment
essayer au plus possible de se rapprocher du temps réel avec des petites unités de production et pas des offres à la semaine ou au mois ou à l'année, mais vraiment de se dire plus on se rapproche du temps réel et mieux c'est. Je passe rapidement pour vous expliquer les problématiques maintenant sur les gestionnaires de réseaux d'électricité, que ce soit transport pour Transport System Operator ou distribution pour Distribution System Operator. Et là, bah, on a un potentiel qui peut aussi être valorisé sur les réseaux de distribution. Alors évidemment, un des gros problèmes avec les réseaux de distribution, c'est de savoir dans quel état sont les réseaux de distribution. Si les réseaux de distribution sont de très bonne qualité et qui n'ont aucun problème, bah, vous allez récupérer 0 € pour les aider puisqu'ils n'ont pas besoin d'aide. À l'inverse, si vos réseaux de distribution sont un peu faiblards, il y a beaucoup de valeur à aller récupérer. Donc on compare ici deux cas, la flexibilité calculée par RTE sur le marché français, c'est 1 milliard par an, parce que le réseau est de bonne qualité et que donc il n'y a pas beaucoup de gains de flexibilité espérés. Alors qu'en Angleterre, on est plutôt aux alentours de 3,5 milliards d'euros par an, par milliard d'euros, pardon, milliards de livres. Donc, on est plutôt à 4, enfin, bon, ça dépend du taux de change, mais on est plutôt à 4 fois la valeur de la flexibilité sur l'île de Grande-Bretagne plutôt que sur le continent européen. Même problème, il y a super, il y a une valeur, on sait faire, on a la technologie, nickel, mais est-ce qu'on peut vraiment adresser cette valeur? Et donc, bah, ce qu'on montre, c'est que bah, pas de chance. Toujours pareil, il faut changer toutes les règles pour arriver à ce que on puisse offrir des services aux transporteurs d'électricité. Alors, vous avez peut-être vu passer dans la presse le fait que depuis 2 jours, 3 jours, euh, un gestionnaire de réseau, un agrégateur de flotte de véhicules électriques qui s'appelle Drive, vient d'être validé par RTE pour offrir du réglage de fréquence. Donc, depuis que cet article est sorti en 2016, la réglementation vient d'évoluer et un premier opérateur de flexibilité distribuée de véhicules électriques vient d'être autorisé par le gestionnaire de réseau de transport, ce qui est une excellente nouvelle, évidemment. On va dans le bon sens, mais ça prend un temps certain. Si on regarde les modèles de simulation qu'on avait fait à l'époque pour essayer de voir quelle pourrait être la rémunération pour la fréquence, donc c'est des modèles de simulation, hein, donc les résultats sont dépendants de ce qu'on simule, donc avec 2 points de recharge, un à la maison et un au travail, et en fonction de cette capacité, évidemment, on a des rémunérations qui vont d'une centaine d'euros par an à 1500 € par an, ce qui est à peu près équivalent à les 1500 € par an et par voiture à ce qu'on retrouve dans la zone du nord-est des États-Unis qu'on appelle PJM, donc Pennsylvania, New Jersey, Maryland, où là par contre, ce n'est pas des données simulées, c'est des données économiques réelles sur un marché réel. Si on regarde maintenant comment on peut s'en sortir, il y a une notion économique qui marche très bien, qui est malheureusement la notion des barrières à l'entrée. Et donc, dans ce papier avec Olivier et quelques co-auteurs allemands, on a essayé de faire une revue de toutes les barrières à l'entrée sur les marchés européens de l'électricité, que ce soit en Allemagne, en France, au Danemark, en Angleterre, pour essayer de voir quelles sont les principales barrières et qu'est-ce qui coince. Alors, pour faire simple, ce qui coince, c'est la chose suivante. On a identifié 3 niveaux de barrières. Une barrière redoutable qui est vous êtes interdit. Vous n'avez pas le droit de le faire. Point. Donc, fin du jeu. Module A dit vous n'avez pas le droit. Module 2 dit vous avez le droit, mais pas de bol, vous pouvez jouer à 10% de ce que vous pouvez faire. Donc, c'est dommage. On vous autorise à jouer, mais on vous met un seuil de risque sur les épaules tellement grand qu'en fait, vous ne pouvez pas jouer. Et ça marche que si vraiment on va jusqu'à la bonne définition, entre guillemets, qui est qu'on vous laisse jouer, et on vous laisse jouer vraiment, sans vous mettre de pénalité sur le dos. Et donc, il y a très peu de pays, pour ne pas dire aucun,
qui, en 2016, alors déjà permettait que le jeu se fasse, ensuite qu'il se fasse de manière équitable. On a exactement les mêmes problèmes avec les réseaux de distribution. Les réseaux de distribution ont aussi besoin de services locaux, de flexibilité, quand et où ils en ont besoin. Et du coup, ça génère un certain nombre de revenus dont tout le monde est d'accord pour dire que ces revenus sont importants, puisque on peut desserrer tout un ensemble de contraintes par une gestion optimale des véhicules électriques. Ça, c'est un consensus pour tout le monde. Mais après, toute la difficulté, c'est de se dire, bah alors, comment on fait comment on fait pour transformer cette capacité enfin, cette potentialité en espèce sonnante et trébuchante et en contribution pour le véhicule électrique. Alors là, très rapidement, je vais passer, sinon ça va nous amener dans trop de détails, mais grosso modo, on a fait une revue de ce qui se passe en Angleterre, en France, dans les Pays-Bas, en Allemagne et en Suède. Et en fait, dans les réseaux de distribution, la difficulté, c'est que c'est difficilement comparable parce que les problèmes à traiter au niveau local ne sont pas les mêmes. En France et en Angleterre, on a vraiment un problème de renforcement de réseau qu'on a du mal à faire parfois, alors que dans les autres pays, c'est pas un problème de renforcement de réseau, c'est plutôt un problème d'excès d'énergie renouvelable, et que donc, du coup, ça ne se gère pas de la même manière. Les flottes de véhicules électriques ne sont pas amenées à faire les mêmes choses. Dans le cas pour éviter un renforcement, il faut être présent quelques heures dans l'année. Pour éviter les congestions à cause des énergies renouvelables, il faut être là beaucoup plus longtemps dans l'année, puisque les énergies renouvelables sont à un niveau important plus souvent dans l'année. Donc, comment ça marche concrètement? Si on est dans le cas anglais, typiquement, c'est un appel d'offres. Donc, on nous demande, typiquement, dans cet exemple-là, d'être présent du 1er février 2020 au 31 mars 2020, d'être présent entre 10h et 15h30. Et si vous pensez que vous pouvez gérer votre flotte pour être là du 1er février 2020 au 31 mars 2020, de 10h à 15h30, et que vous pouvez offrir un service à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir un contrat qui vous demandera d'être potentiellement présent. Et donc, on peut avoir comme ça des contrats signés entre des flottes de véhicules électriques d'un côté, des flottes professionnelles de véhicules électriques, et des zones dans lesquelles ces véhicules électriques sont stationnés. Et du coup, avec une rémunération que je vous ai mis pour l'année 2020 et pour l'année 2021, ceci étant les travaux d'un de mes doctorants qui s'appelle Felipe González Venegas et qui a fait sa thèse sur exactement cette problématique-là, comment les flottes de véhicules électriques peuvent apporter des services au réseau de distribution. Et donc, on a publié avec Felipe ces travaux dans Renewable and Sustainable Energy Review. Alors, je passe rapidement les problématiques de tarif design parce que là, on se rapproche de la fin et que c'est peut-être un peu compliqué. Même chose pour le PV, on va passer et on va. Donc là, j'ai skippé la partie tarif parce que c'est un petit peu trapu. Ça pourra faire l'objet d'une autre discussion. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe, non pas quand on est obligé de négocier avec la terre entière, avec le gouvernement, les utilities, la Commission européenne, les opérateurs de marché, patati patata. Tout ça prend un temps très important. Et donc, ce qu'on cherche aussi, c'est à se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre business à faire en attendant que les règles changent? Puisque je vous montrerai à la fin le temps que ça prend de faire évoluer une règle. Ça peut être intéressant d'avoir un deuxième fer au feu en attendant que le premier émerge. Donc là, l'idée, c'est qu'on a étudié la partie en bleu, le véhicule to grid, et que maintenant, on va s'intéresser aux parties en jaune, véhicule to home, et en vert, véhicule to business. C'est ce qu'on appelle les solutions aval compteur, donc behind the meter en
en bon anglais, avec l'idée qu'un gestionnaire de réseau de transport, ça évacue beaucoup d'énergie, un gestionnaire de réseau de distribution locale, ça vous amène l'énergie jusqu'à chez vous, et qu'ensuite, une fois que vous êtes chez vous, vous êtes derrière le compteur, et donc à partir de là, vous avez le droit d'essayer de consommer le moins possible. Et donc, vous pouvez consommer le moins possible, soit parce que vous avez des moyens technologiques de moins consommer, typiquement, vous avez un monitoring de votre consommation, ou bien vous avez une capacité de production locale, des panneaux photovoltaïques ou du stockage fixe ou du stockage sous forme de véhicules électriques, qui fait que plutôt que d'acheter de l'énergie sur le réseau, vous allez puiser de l'énergie dans votre véhicule électrique ou dans votre panneau photovoltaïque. Alors, comment on réfléchit ça? Si on est dans une solution de véhicule to building, il faut regarder ce gestionnaire de bâtiment, qu'est-ce qu'il a comme option? Est-ce qu'il a des énergies renouvelables? Est-ce qu'il a une flotte de véhicules électriques? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il faut regarder ses objectifs de site manager. Son objectif, ça va être de minimiser ses coûts énergétiques. Donc, il le fera soit en maximisant son autoconsommation avec des énergies renouvelables, soit en essayant de réduire son pic de consommation qu'il adresse au réseau et d'essayer de réduire sa capacité de connexion au réseau, et donc de réduire ses charges de réseau. Si le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport lui fait un contrat particulier, peut-être qu'il peut partager ses bénéfices avec le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution. Et donc, on a une solution contractuelle dans laquelle on va aller puiser l'énergie qu'il y a dans les véhicules électriques pour optimiser la consommation du bâtiment. On va faire exactement la même chose avec une maison, mais évidemment avec moins de ressources, puisque généralement, il y a pour l'instant un véhicule électrique, parfois deux, des panneaux photovoltaïques. Et donc, l'idée, évidemment, c'est d'essayer d'optimiser avec un système de management de l'information assez simple, les usages électriques dans la maison, la batterie et les panneaux photovoltaïques, et éventuellement des solutions de stockage décentralisées, et d'essayer de se dire, en fonction de ce que ça me coûte de produire de l'électricité, de la transporter, etc., et de l'énergie que j'achète sur le réseau, comment je peux réduire ma facture. Et la valeur de cette réduction de facture, évidemment, crée un intérêt pour le possesseur du véhicule électrique. Évidemment, il y a le rêve de nos amis de Tesla, dont je m'amuse toujours à le présenter, puisque si vous regardez bien la publicité Tesla, qui est pour les toits intelligents. Donc, les toits intelligents Tesla, c'est que toutes les tuiles là sont des panneaux photovoltaïques qui sont déguisés en tuiles, ou c'est des tuiles qui sont déguisées en panneaux photovoltaïques, c'est un peu comme vous voulez. Et donc, du coup, cette maison, elle a la caractéristique d'être au milieu du désert, et donc, comme elle est au milieu du désert, elle n'est raccordée à aucun câble. Et donc, mais elle est alimentée par un toit solaire avec une batterie dans le garage et évidemment une Tesla, ce qui fait que du coup, vous n'avez pas besoin d'autre chose que du soleil, d'une batterie et d'un véhicule électrique. Évidemment, ça veut dire que vous n'allez plus payer toutes les taxes liées à l'énergie, toutes les taxes liées à l'usage des réseaux, et que vous allez transformer l'ensemble du réseau électrique en coût échoué. Ce qui est une manière de voir la place du véhicule électrique dans le système énergétique qui est un peu caricatural, mais qui au moins annonce clairement quelle est la visée stratégique de Tesla. Donc, du coup, notre conclusion, c'est de dire qu'on a besoin de modifications réglementaires assez importantes pour bénéficier de ce stockage distribué d'électricité. On n'a pas pu faire tous les services parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué à faire, mais on espère qu'on a réussi à vous convaincre du fait qu'il y avait pas mal d'études de cas à faire pour essayer de montrer à quelles conditions une flotte de véhicules électriques peut rendre un service et quelle doit être la rémunération associée, et que l'ensemble de ces business models mis bout à bout devraient rendre le véhicule électrique intéressant. Donc ça, je passe et je pose une question pour finir. Mon petit penseur à des moments opportuns. On se demande, alors du coup, si on doit conclure, les véhicules électriques, qui vont-ils aider? Les marchés de l'énergie, les réseaux, les maisons, l'électrification des zones non électrifiées,
La réponse provocante va être la suivante, c'est que ça va dépendre des décisions qu'on va prendre au niveau des gouvernements et d'une évaluation économique qui va se faire pays par pays, puisque si on veut modifier les règles du marché de l'énergie, il faut changer les règles et c'est complexe. Si on veut offrir des services au réseau de transport, il faut changer les règles. Si on veut offrir des services au réseau de distribution, il faut changer les règles. Si on veut faire ce qu'on veut chez nous, il ne faut changer aucune règle. Donc, dans les bâtiments, dans les homes et l'électrification, bah, ça se fera parce que c'est en dehors de la sphère de la réglementation, c'est la sphère privée. Donc le véhicule électrique, on a envie de dire qu'il a deux avenirs, un avenir coopératif et non coopératif. Donc coopératif, s'il trouve une réponse coopérative, bah, le jaune se développera. S'il ne trouve pas de réponse coopérative, au minimum, le vert se développera. Voilà, juste pour finir, parce que j'ai fait ces slides ce matin, donc, enfin tôt ce matin, donc je voulais vous montrer juste pour une règle qui est la règle. Enfin, l'idée, c'est de vous montrer de combien d'années on a mis pour aller de l'idée d'un véhicule électrique connecté à un réseau qui apporterait un service jusqu'à la signature de l'accord en France qui dit que c'est possible, donc il y a 2 jours. Du coup, ça m'a fait penser à me dire, putain, 2 jours, ça fait déjà 10 ans qu'on rabâche la même chose. Puis après, je me suis rappelé, mais non, le papier original qui montre que ça existe, c'est 1996. La première entreprise qui s'est créée sur la base de cette idée, c'est 2010. Donc, on a déjà mis 14 ans pour faire une spin-off. Et ensuite, il y a eu un ensemble de projets pour arriver jusqu'à la situation actuelle, qui est en février 2022, Drift, donc, qui est la spin-off d'EDF avec ce papier de Kempton de 96-97. Donc ça met 97-2022, je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit faire dans les 25 ans pour passer du papier de recherche publié disant que ça a un intérêt jusqu'à le changement de la règle pour un marché. On peut espérer que pour le deuxième marché, ça ne reprenne pas à 25 ans, mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu le framing. Et avec donc la slide d'avant, c'était comment cette boîte s'est développée. Et l'idée que je voulais montrer ici, c'était depuis 2012 le travail qu'on a fait dans la chaire pour essayer d'avoir cette idée développée en France. Donc ça fait en gros 3 doctorants, 10 ans de travail pour convaincre que ce n'est pas complètement idiot. Et après, d'autres personnes se chargent évidemment de faire. Mais nous, on était en train d'essayer de convaincre que ça avait un intérêt. Voilà, j'ai fait 45 minutes à peu près. Donc maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions, des commentaires, etc. etc. Merci beaucoup, Yannick. Est-ce que tu peux arrêter de partager l'écran comme ça, dans la discussion, on va se voir plus facilement. Et autrement, quand tu auras besoin de revenir à tes slides, tu pourras le faire rapidement, il n'y a pas de souci. Ça marche, pas de souci. Je laisse peut-être gérer à Sébastien ou à Lorenza la discussion. Très bien. Oui, n'hésitez pas à vous inscrire pour poser des questions et faire des remarques autour de cette présentation. Je vais m'élancer. D'abord, moi aussi, en te congratulant pour ta capacité de synthèse, parce que ces 10 ans de recherche, on voit toute la richesse des questions qui ont été traitées. C'est des recherches, c'est des terrains nouveaux, des questions nouvelles, et on voit toute la technicité aussi. On a l'impression d'avoir vu les sommets de l'iceberg. Il y a vraiment énormément de choses qui sont d'une très grande complexité derrière. Et c'est vraiment passionnant. On comprend aussi, on voit aussi que tous ces efforts produisent des résultats, malgré tu as envie que ça aille plus vite, etc. Mais quand même, ces questions commencent à devenir de plus en plus. Si au début, vous travaillez sur des questions qui pouvaient paraître, compte tenu aussi du scepticisme que GRPISA aussi, on va en partager à un moment donné sur la diffusion du véhicule électrique,
Et donc, c'est dire qu'on travaille sur un marché pour un produit dont on ne voyait pas trop l'avenir. D'un coup, quand même, là, les choses ont quand même pas mal changé et ça montre que vous aviez sur plusieurs questions raison. Pas de souci à les reconnaître. Et donc, voilà, donc, bravo. Par contre, donc, c'est clair qu'on a beaucoup de questions, j'imagine, je ne suis pas les seuls, parce qu'on voit toute la complexité derrière. Donc, tu résumes, tu pointes les éléments qui sont les plus prégnantes. Et on a envie donc d'en savoir un peu plus. Par exemple, parler de l'incertitude liée à la rémunération en disant c'est un marché. Donc, c'est en fonction de la demande et de l'offre. Par contre, j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup de données à partir desquelles modéliser. En plus, tu as aussi évoqué le fait que moi, je n'étais pas du tout au courant qu'aux États-Unis, en Pennsylvanie, donc il y a ces marchés existent d'heure et déjà. Alors, je n'ai pas compris jusqu'à quel point il est complet. Hein. Tous les marchés qui tu évoques sont présents en Maryland, ou seulement certains d'entre eux. Mais pourquoi cette incertitude sur la rémunération? Parce que j'imagine que les constructeurs auraient bien envie, dans une publicité à venir, voilà, on vous vend ces véhicules électriques et on vous garantit que vous aurez 400 € sous votre location. En fait, la moitié sera payée par, si vous avez ça à la maison, et si vous ne l'avez pas, on vous l'installe parce qu'on a un partenariat avec EDF. Et j'imagine que l'objectif, c'est plutôt arriver à ça. Donc, j'imagine que vous y travaillez. Et donc, pourquoi cette incertitude sur la rémunération et comment la réduire pour rendre l'offre commerciale plus simple? Après, je me demandais sur la structuration du marché, quels sont les scénarios que vous avez évoqués, parce qu'on voit bien qu'il y a des intermédiaires qui doivent entrer dans ces marchés pour les rendre possibles. Donc, les intermédiaires vont se rémunérer forcément sur les marchés. Donc, bien entendu, on voit les potentiels liés à ces stockages d'énergie. On voit que l'intérêt, c'est dans l'optique de la chaire Armand Peugeot, de vendre ces véhicules électriques en tant que producteur de véhicules. Mais on sait bien que vous réfléchissez aussi au business plus en général avec d'autres acteurs dans la tête. Et donc, finalement, quand on considère ces intermédiaires, comment la tarte va, en fonction des règles, comment s'assurer qu'il n'y a pas un Airbnb ou, je ne sais pas, un Uber qui va ramasser tout ça comme intermédiaire et prendre les gros de la tarte, laissant peu et aux constructeurs et aux usagers. Est-ce que c'est un scénario possible ou pas? Donc voilà les deux grandes questions que j'avais. Après, sur les détails, je parlais des pénalités dans la réglementation des intermédiaires et du risque. Et je n'ai pas très bien compris pourquoi il y a des risques et des pénalités. Si vous pouvez juste m'expliquer, hein, parce que c'est des choses. Et dernière question que j'ai pour l'instant, c'est est-ce qu'il y a des lobbies là-dedans? C'est-à-dire qui est pour? Qui sont les acteurs qui sont en train d'être de ton côté, de pousser ça, d'essayer de le développer? Et dans quelle optique? Est-ce qu'il y a différents lobbies qui ont différentes logiques d'action, ce qui rend difficile un compromis sur la réglementation? Parce que je dirais, si tout le monde est d'accord, les énergéticiens, les réseaux disent on veut créer ça, compte tenu du fait que les véhicules électriques se développent, ton pessimisme sur les changements des règles me semble un peu excessif. Par contre, s'il y a des acteurs qui ont des regards différents sur comment la réglementation doit être faite parce qu'ils ont envie de garder contrôle de certaines choses, etc. Et donc, il y a différents lobbies. C'est vrai que ça peut devenir plus compliqué, créer un nouveau marché. Donc, quel est un peu l'état des forces de ceux qui sont intéressés à ça? Et est-ce qu'il y a des ennemis? Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de ces marchés ou c'est juste un problème de se mettre d'accord pour le faire émerger? Ok. Écoute, je réponds à tes 4 questions, et puis après, on verra s'il y en a d'autres qui viennent des réponses ou d'autres bouts. En fait, l'incertitude sur les marchés vient du fait qu'on est sur des marchés européens. Donc, sur ces marchés européens, on a des transactions qui couvrent l'ensemble de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Autriche, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Donc, en fait, on a un marché européen de l'énergie intégré. Alors, il n'est pas intégré parfaitement, mais il est bien intégré, ce qui fait que ça fait un système avec beaucoup d'incertitudes. Puisque s'il y a un problème en Allemagne, ça se répercute ailleurs. S'il y a un problème en France, ça se
répercute ailleurs. Donc aujourd'hui, on est avec des prix de l'énergie qui sont très élevés parce que tu as la conjonction d'une stratégie russe de restreinte de services de gaz. Donc les Russes n'envoient pas le gaz qu'ils ont promis. Le nucléaire français est en panne avec 5 réacteurs qui ne fonctionnent pas alors qu'ils devraient fonctionner. Les prix du CO2 ont explosé parce qu'on a dit qu'on voulait un vrai changement, une vraie pénalité CO2, donc on met une vraie pénalité CO2. Donc si on met une vraie pénalité CO2, du coup les prix de marché s'élèvent et on a un boom économique. Et donc, tu combines le boom économique, la pénalité CO2, le manque de gaz et le manque de nucléaire, et tu as 4 facteurs d'incertitude. Il suffirait juste qu'il fasse une petite vague de froid pour que là, on soit vraiment, vraiment dans l'impossibilité de satisfaire la demande. Donc, vraiment une crise énergétique et une crise économique importante. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et comme nous, ce qu'on a réfléchi, c'est toujours de se dire les flottes de véhicules électriques doivent jouer les règles de marché et ne doivent pas demander des subventions, ne doivent pas demander des aides particulières, doivent juste être un opérateur de marché, comme un autre, mais pas moins qu'un autre. Donc, pas plus, mais pas moins. C'est-à-dire que si EDF a le droit de jouer, on a le droit de jouer aussi. Si Engie a le droit de jouer, on a le droit de jouer aussi. Donc, on est un opérateur parmi les autres, et donc il faut que les règles s'adaptent à nous pour qu'on puisse tous les suivre en ayant les mêmes règles. Donc, du coup, on peut espérer que la multiplication du nombre d'acteurs conduise à la fin à réduire l'incertitude. Mais il y a des incertitudes macroéconomiques qu'il est très très dur d'anticiper. Et si Poutine décide de ne pas livrer le gaz, tu auras beau avoir toutes les anticipations que tu veux et te créer un choc macroéconomique, tu ne peux rien faire. Donc ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, sur la structuration et les jeux entre les intermédiaires et les opérateurs de marché, les intermédiaires, les agrégateurs, leurs jeux entre les entreprises qui fabriquent les véhicules et les propriétaires de véhicules ou les gestionnaires de flotte, etc. Nous, on a commencé à explorer ces problèmes, mais on n'en a pas fait le tour, et loin s'en faut, puisque la chose principale qu'on a faite, c'est, on va dire, un chapitre de thèse dans la thèse d'Olivier Borne, où on montre que ce qui est compliqué pour un opérateur type PSA, c'est que s'il contractualise avec un gestionnaire extérieur qui va optimiser la participation des véhicules PSA sur les marchés de l'énergie, il y a une forte probabilité qu'il capture 75% des bénéfices. Et que donc, il ne repartage ensuite qu'un quart de ce qu'il a généré, 50% pour l'entreprise, 50% pour le client final. Donc, la question qui se pose et qu'on va commencer à adresser à partir de cette année avec un nouveau doctorant, c'est justement d'essayer de voir comment on doit structurer cet écosystème et quelle est la place de chacun des opérateurs et comment on peut se dire chouette, c'est super, contractualisons avec Total Direct Energy, et Total Direct Energy va faire l'optimisation de l'utilisation des véhicules PSA. On veut ça ou on ne veut pas ça? Ou on veut ça sur quel marché? Est-ce qu'il n'y aurait pas des marchés sur lesquels il vaudrait mieux que ce soit PSA qui le fasse directement? Si on est dans une logique Renault dit que c'est à eux de le faire. Et donc, Renault a une équipe dont le métier est d'essayer d'optimiser la recharge des véhicules Renault. Et donc, c'est Renault Energy System, Energy Service. Et donc, ils se disent que c'est plus à eux de le faire plutôt que de contractualiser avec Total ou avec EDF ou avec n'importe quelle, enfin, d'avoir une entreprise par pays. J'ai pas de réponse définitive pour ça. C'est pour ça que j'ai demandé à Stellantis de démarrer une thèse sur cette question-là, parce que je pense qu'on ne sait pas répondre encore bien à la question. Parce qu'en fait, les services que l'on offre sont principalement des services informationnels et ensuite des services énergétiques. Et donc, pour l'instant, nous, on sait bien faire les services énergétiques.
mais on ne sait pas encore bien faire la couche infosystème dessus pour savoir jusqu'à quel point, quand on partage les données de notre ordinateur de bord, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dedans, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dedans? Ça, c'est plutôt de la valeur information plutôt que de la valeur énergie. Et donc, on est au début d'une réflexion sur quelle est la valeur de la donnée, indépendamment de la donnée énergétique, qui est l'état de charge de la batterie. Bon, bah, c'est 40% ou 60%. Et après, le potentiel de ce qu'on peut faire avec, bah, c'est ça qui est intéressant. Avec ces 40%, quel espace de jeu je m'ouvre ou je me ferme. La question des pénalités, c'est que quand tu es sur un marché de l'énergie, si tu as dit que tu faisais quelque chose et que tu ne le fais pas, bah, tu prends une pénalité. Donc, si par exemple, tu as dit je serai présent de 10h à 14h et que tu n'es pas là et qu'on t'appelle, si on ne t'appelle pas, bah, tout va bien. Mais si on t'appelle et que tu ne rends pas le service, là, tu prends une méchante cartouche parce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer. Et là, comme tu as été payé pour être là, si tu n'y es pas, ça peut fâcher. Et donc, il y a des pénalités qui sont prévues dans les contrats pour ça. Ensuite, mon pessimisme. Alors, je ne suis pas pessimiste, en fait, je suis pessimiste actif, un truc comme ça. C'est-à-dire que je trouve que le temps est long. Mais c'est moi, hein, c'est juste que j'ai commencé à bosser sur le sujet quand j'avais 40 ans, maintenant j'en ai 50, et je me dis qu'il me reste encore 10-15 ans. Si ça veut dire que je vais voir qu'un seul nouveau marché sur les 10 prochaines années, je suis un peu déprimé en me disant merde, si c'est un marché tous les 10 ans, j'ai 14 marchés, j'en verrai jamais le bout. Donc, mais voilà, mais j'espère que ça va se diffuser, que c'est le premier déclic. En fait, la stratégie, c'était vraiment d'essayer de déverrouiller ce marché du réglage de fréquence, parce que le marché de réglage de fréquence est le plus complexe qui soit, puisqu'il faut réagir très rapidement. Et donc, comme il faut réagir en quelques secondes, tous les autres marchés sont beaucoup plus simples, puisqu'il faut réagir en un quart d'heure, en 20 minutes, en 1 heure, en 3 heures, en 2 jours. Si je suis capable de réagir en 3 secondes, je suis capable de réagir en 1 heure, puisque au contraire, j'ai de la marge, quoi. Donc, je pense que ça ira plus vite pour les autres. Mais ça m'a fait un choc, je dois bien le reconnaître, de me dire wow, la vache, on avait commencé à discuter de ce truc-là en 2012. On avait réuni, entre guillemets, les preuves et les évidences que c'était logique. On avait fait des tests, des simulations, on avait discuté avec les régulateurs, on avait réussi à convaincre EDF de faire une co-entreprise pour ne pas être en perte de contrôle. Et même avec tous ces signaux positifs, il a fallu 10 ans, quoi. Alors, la manière positive de le voir, c'est qu'il a fallu que 10 ans. Et que du coup, c'est bien. Bon, je suis trop académique, je pense. Je pense qu'une fois que j'ai prouvé dans ma tête qu'un système l'emporte sur l'autre, je m'énerve du fait que je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment rapidement les gens que le deuxième système est meilleur que le premier et que donc il faut le mettre en œuvre. En termes de lobby, je ne dirais pas que qu'il y a des lobbies qui sont contre. Je dirais qu'il faut trouver un espace de coopération et de compréhension entre deux industries qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble. Donc, pour l'instant, je ne dirais pas qu'ils sont l'un contre l'autre. Ils sont plutôt en train de se demander que faire. Que faire, comment le faire. Et du coup, pour chacune des questions, on voit qu'il y a de temps en temps, c'est le premier pas est fait par l'industrie automobile, le deuxième pas est fait par une start-up, le troisième pas est fait par EDF, le quatrième pas est fait par Fiat, le cinquième pas est fait par etc. Et donc, je connais pas bien je connais pas bien la littérature en management sur comment on peut structurer des jeux d'acteurs dans un marché émergent, mais ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que chacun cherche par quel chemin il peut résoudre son problème.
et avec la difficulté des marchés de l'énergie qui sont que chaque pays a son marché, quoi. Enfin, chaque pays a ses spécificités de marché, ses spécificités de réseau, ses problèmes de réseau de transport et de réseau de distribution qui ne sont pas les mêmes que le voisin, parce qu'ils n'ont pas le même mix énergétique, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes à résoudre en termes de structure de consommation et de structure de production. Et que donc, du coup, le côté couteau suisse du véhicule électrique qui est, si vous avez des problèmes au niveau des maisons et des bâtiments, on peut aider, au niveau des réseaux, on peut aider. Mais en gros, il faut que vous définissiez le problème pour qu'on puisse vous aider à l'y résoudre. Bah, souvent, ça crée des problèmes, puisqu'il y avait d'autres gars avant qui essayaient de résoudre ce problème. Et que donc, du coup, on leur dit, bah, poussez-vous un petit peu, qu'on puisse le faire à votre place. Donc, c'est plus ou moins simple. Ça nécessite que soient mis en place des mécanismes concurrentiels pour que ce soit celui qui offre le service au prix le plus bas qui est le marché. Donc, dans cette logique-là, tous ceux qui offraient le service avant à un prix élevé sont peu contents de voir arriver des gars qui disent bah, nous, de toute façon, comprenez bien, le véhicule électrique, on l'a déjà acheté pour autre chose. Donc, on ne va pas venir vous embêter sur payez-nous notre véhicule électrique. On part du principe qu'il est là. Les gens l'ont acheté, il y a une flotte de véhicules électriques, il y en a 100, 200, 300, 1000, ils sont là. On les utilise ou on ne les utilise pas. Mais on ne vous demande pas de payer les infrastructures, on vous demande juste de faire les règles qui permettent que chacun puisse jouer. Donc, je dirais plus que il y a des poches de ralentissement ou des poches de diffusion lente parce qu'on arrive avec des demandes qui sont nouvelles. On veut des chargeurs intelligents, bidirectionnels, on veut des nouveaux standards de communication, on veut des systèmes ouverts, et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, eux, ils veulent que l'électricité soit garantie et qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Donc, c'est cette rencontre entre un univers extrêmement dynamique venant de la Silicon Valley, pour faire simple, qui dit tout est rapide, il faut tout faire vite, et de l'autre côté, les réseaux qui disent oh là, on se détend, tout faire vite, non, tout faire bien, et sans risque et sans coupure d'électricité. Et au milieu, les constructeurs automobiles qui sont un peu à cheval entre les deux, parce que le constructeur automobile, si tu lui dis le business il est rentable dans 10 ans, ça ne motive pas plus que ça, quoi. Donc voilà. Entre les court-termistes et les long-termistes, l'opérateur automobile est un peu au milieu. Il faut qu'il fabrique ses voitures pour dans 5 ans. Et donc, il aimerait bien savoir s'il faut qu'elles soient V2G ready. Et si oui, quel service il pourra adresser pour chacun des véhicules qu'il va fabriquer. Parce que si c'est fabriqué en série, ça coûtera aussi beaucoup moins cher. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question qui est passée, deux questions qui sont passées dans le chat. Je vous laisse les lire. Et ensuite, j'ai vu qu'il y a Jean-Éric Morin qui voudrait prendre la parole. Est-ce que Jean-Éric Morin veut poser sa question maintenant? Sinon, c'est à Marc Allocher après. Oui, c'est possible. Oui, Je vais laisser lire. Bonjour. Merci d'abord de me donner la parole. Donc, peut-être je me présente rapidement. Donc, moi, j'ai un petit cabinet de conseil en économie des transports. Donc, pas tout à fait sur les véhicules électriques, mais le sujet me semblait très intéressant. Effectivement, je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé ça particulièrement éclairant et puis voilà, vraiment intéressant avec plein de problématiques qu'on connaît par ailleurs, les questions des temps longs, des projets, enfin bon, plein de sujets qui m'ont beaucoup parlé. Les questions que je me posais, moi, c'était notamment vis-à-vis de, voilà, j'ai mis la question lors de la présentation sur les coûts marginaux de production, en particulier en lien avec l'actualité, hein, où on voit que les tarifs électriques explosent. Moi, je faisais le lien, alors peut-être j'ai fait quelques raccourcis, mais avec des logiques de coûts marginaux de production et d'engagement contractuel qui ont été évoqués et qui peuvent expliquer ces phénomènes. Est-ce qu'il y aurait par exemple une courbe qui existe des coûts marginaux de production électrique, alors peut-être par pays, parce que j'ai compris qu'il y avait des situations assez différentes, en fonction des volumes de consommation, il y avait une courbe très intéressante sur les pics de consommation, sachant que dans ma compréhension, c'est vraiment quand même ces coûts marginaux de production qui vont être les incitatifs les plus rapides peut-être à mettre du mouvement dans le système, parce que quand on voit qu'ils explosent, on se dit on a rapidement un intérêt à faire quelque chose pour juguler tout ça et essayer de rester dans un domaine un petit peu raisonnable. Voilà. Alors, votre question est en fait une question à tiroir, donc elle n'est pas simple à répondre.
Pourquoi c'est une question à tiroir? C'est parce que ça dépend de comment vous chargez votre véhicule électrique et à quel moment vous le déchargez. Donc, posons l'hypothèse que vous chargez votre véhicule dans l'heure la plus agréable de la nuit et que vous le déchargez à l'heure la plus désagréable du jour. Donc, si on est dans ce scénario-là, les prix la nuit sont généralement plus faibles que les prix le jour, et donc vous pouvez avoir un intérêt à remplir votre véhicule électrique d'électricité nocturne pour ensuite puiser dans votre véhicule électrique votre consommation de pointe et ainsi vous garantir contre les prix les plus élevés de la journée en vous rechargeant avec les prix les plus bas de la journée. Ça marche assez bien s'il y a un différentiel jour-nuit important. Si on est dans des périodes vraiment très stressées, le prix de la nuit est encore très élevé. Donc, du coup, ça protège, mais ça ne protège pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait souhaiter ou de ce que le consommateur pourrait souhaiter. Maintenant, ça lui fait une option parmi d'autres. Évidemment, il y a ensuite la deuxième stratégie qui serait de dire oui, mais je ne me recharge pas avec l'électricité qui vient du réseau, je me recharge avec de l'électricité qui vient du soleil ou qui vient du vent ou qui vient de mon patron. Je me recharge au travail ou je me recharge chez Casino qui fait de la recharge gratuite. Et à ce moment-là, évidemment, mon équation économique est plus tout à fait la même, puisque je me recharge gratuitement ou quasi gratuitement et j'utilise ma batterie aux heures de pointe. Donc là, je fais des gros gains. Mais évidemment, ça ne peut pas être généralisé, donc ce n'est pas une solution pérenne. Mais effectivement, la difficulté, c'est de savoir quel est le différentiel entre le prix de l'énergie que vous injectez et le prix de l'énergie que vous soutirez. Pour l'injection, c'est le prix d'achat. Pour le soutirage, c'est le coût évité, auquel il faut ajouter le coût de dégradation de la batterie si on est capable de l'estimer un peu proprement, ce qui est aussi une question compliquée. C'est une deuxième question à tiroir, en fait. Ouais, alors, il y avait même un tiroir complémentaire, si j'ose dire implicitement. C'était la question du coût marginal de production, mais chez les producteurs d'électricité au sens large, c'est-à-dire même au niveau activation de nouvelles centrales ou de solutions très, très carbonées, etc. Bah, ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on observe sur les marchés, c'est le résultat des stratégies des consommateurs et des producteurs. Donc, on ne sait jamais si on observe des coûts marginaux, on sait qu'on observe le résultat des bids, donc des structures de coûts envoyées par les producteurs et les consommateurs. Donc, si les consommateurs sont price takers et si les offreurs d'électricité sont price takers, alors on a des coûts marginaux qui apparaissent. S'ils ne sont pas price takers mais price makers, ce qu'on voit apparaître comme prix, ce n'est pas des prix de concurrence pure et parfaite, mais de concurrence imparfaite. Et donc, le prix reflète la plus ou moins grande capacité à modifier ou à impacter le prix. Et dans ce que vous indiquez, effectivement, plus cet équilibre est totalement différent potentiellement entre les différents pays qui pourtant interagissent sur un même marché. Oui, et on peut avoir des différentiels de prix très élevés entre beaucoup de production éolienne en Allemagne et pas de production éolienne en France, par exemple. Ça peut arriver d'avoir des écarts de prix de 100 €. Okay. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements complémentaires. Merci. Je vois que Marc Alocher a levé la main. Allez, vas-y, Marc. Oui, bonjour. Donc, merci pour la présentation. Effectivement, ça nous change des sujets habituels du GERPISA, donc c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents. Et en fait, moi, j'avais deux questions. La première, c'est lié à Vitwell. Au début, on a aussi parlé d'autoconsommation. Et en fait, est-ce que l'autoconsommation, finalement, c'est du buzz, ou est-ce qu'il y a une vraie tendance lourde qui s'installe de l'autoconsommation et qui donc pourrait favoriser le déploiement du Vitwell? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu des études de rentabilité qui ont été faites? Et si oui, est-ce que ça montre une rentabilité à court, moyen terme ou pas du tout? Parce qu'en fait, l'investissement pour avoir, comme le montre la pub de Tesla, des beaux panneaux solaires partout, plus le système de stockage stationnaire, plus le système de gestion d'énergie, est finalement tellement élevé que la rentabilité est très longue à obtenir. Et puis la deuxième question, c'est un peu revenir sur les constructeurs automobiles et finalement, qu'est-ce qui pourrait les inciter à le faire? Donc, il a déjà été beaucoup évoqué les business models. Est-ce qu'il y a vraiment un business model pour eux?
mais est-ce qu'on pourrait envisager d'autres pistes? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que la réglementation impose à plus ou moins long terme d'implanter sur les véhicules, effectivement, le système qui permettrait de faire un échange bidirectionnel d'énergie? Voilà, c'est les deux questions. Alors, je vais commencer par répondre par la deuxième, puis après la première. Donc, la deuxième, je ne pense pas qu'il y aura besoin de réglementation pour imposer le véhicule to grid, tout simplement parce que il n'y a pas besoin de règlement. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas besoin, mais c'est que les constructeurs automobiles sont persuadés que s'ils ne mettent pas cet équipement en série rapidement, ils ne vendront pas le véhicule. Donc, et sachant que ça ne coûte pas très très cher, compte tenu du fait que sur un véhicule électrique, il y a déjà beaucoup d'électronique de puissance, le rendre V2G ready, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est quelques euros supplémentaires, donc il faut prendre une décision stratégique, mais c'est pas, on ne rajoute pas 500 euros, quoi. On rajoute une dizaine d'euros. Donc sur un véhicule électrique, une dizaine d'euros, ça nécessite une décision stratégique, mais c'est pas, ça ne dimensionne pas l'ensemble de l'approvisionnement de la filière, quoi. Par rapport à votre première question, pardon, j'ai oublié. Est-ce que je n'ai pas écrit et du coup, je ne me rappelle pas. La première question, c'était autour de V12. La première, c'était oui. Ah, oui, exact. Alors, autoconsommation et rentabilité, en fait. Du coup, il y a donc oui, c'est rentable, évidemment. L'idée est la suivante, c'est qu'il y a une étude en Grande-Bretagne qui a montré qu'un quart des acheteurs de véhicules électriques font installer des panneaux photovoltaïques. Et que donc, du coup, pour les gestionnaires de réseaux de distribution anglais, ça devient un sujet important, puisque ça modifie en profondeur la manière dont les réseaux doivent être gérés, puisque on augmente à la fois la capacité de production, on augmente la capacité de consommation du réseau, les besoins de consommation du réseau quand il n'y a pas de soleil, et on réduit ses besoins quand il y a du soleil. Donc ça veut dire qu'il faut gérer votre réseau de distribution en fonction du soleil, ce qui n'est pas la règle de gestion actuelle. Et surtout, ensuite, c'est la rencontre entre est-ce que les gens sont chez eux ou est-ce qu'ils sont en mobilité, est-ce qu'ils sont en mobilité avec leur voiture, sans leur voiture, etc. Donc, il y a pas mal d'offres jointes pour essayer de faire en sorte que quand il y a du panneau photovoltaïque qui fonctionne et que les véhicules électriques soient là, il y ait une offre conjointe. Et donc, EDF Énergie, en Grande-Bretagne, il y a une offre comme ça et ils sont en train de la déployer en France. Donc, on aura bientôt une offre équivalente en disant une offre couplée, véhicule électrique, panneau photovoltaïque avec une tarification spécifique. Et donc, évidemment, pour répondre à votre question de la rentabilité, tout est une question de périmètre. Si vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut un panneau photovoltaïque pour vendre une maison sur Paris, la réponse est non, puisque de toute façon, il y a une telle demande que même les passoires énergétiques se vendent. Si vous êtes à Amiens et que vous voulez vendre une maison sans panneau photovoltaïque et sans infrastructure de recharge dans le garage, vous avez plus de mal à la vendre parce que la valeur verte de votre maison n'est pas suffisamment élevée. Et donc, si vous êtes dans une zone tendue immobilière, il n'y a pas de valeur à avoir un panneau photovoltaïque sur le toit et une station de recharge dans le garage. Si vous êtes dans d'autres régions de France où il y a plusieurs maisons à vendre pour chaque client qui souhaite en acheter une, eh bien, là, le fait d'être équipé de manière moderne, j'ai envie de dire, avec de l'autoconsommation est un plus qui se monnaie assez bien sur le prix du mètre carré de la maison. Donc, en synthèse, l'autoconsommation existe. Elle n'existe pas en France parce que le régulateur français a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle ne se développe pas. Mais en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, bon, je ne parle même pas de la Californie où là, les règles de la construction immobilière font que depuis 2020, il est impossible de construire une nouvelle maison ou un nouveau bâtiment qui n'intègre pas du panneau photovoltaïque, sachant que la seule exception, c'est que vous ne mettez pas de panneau photovoltaïque sur votre maison à la condition que vous installiez une borne de recharge en accès libre sur votre pelouse. Voilà. Le match de l'efficacité est gagné. Après, on est en France, donc forcément, il y a quelques petits délais puisqu'il faut négocier
notre opérateur est très innovant quand il adresse les marchés étrangers et un peu moins innovant quand il est sur le marché français, parce qu'il a plein d'autres problématiques sur le marché français. Donc, il ne peut pas innover autant qu'il veut sur le marché français, parce qu'il y a un ordre de priorité dans ses actions. Et donc, EDF est un opérateur extrêmement innovant en Angleterre, en Italie et ailleurs, un peu moins innovant en France, puisque c'est plus compliqué pour lui. Il est responsable de tout. Donc, quand on est responsable de tout, on n'a pas tellement envie d'innover. Ou on n'a pas forcément les moyens d'innover. Très bien, merci pour les réponses. Alors, je vois qu'il y a encore des questions dans le chat de Guy, de Géry. Quid du levier des véhicules de flotte, parfois gérés avec davantage de rationalité économique, pour exploiter les opportunités réglementaires? Alors, je ne pense pas qu'un gestionnaire de flotte... donc, les flottes, c'est en gros 50% du marché du véhicule électrique. Donc, 50%, c'est les individuels, 50%, c'est les flottes. Le problème, c'est une utilisation rationnelle du temps. C'est-à-dire que le gestionnaire de flotte, il compte la minute. Donc, si tu lui dis qu'il faut 10 ans pour arriver à faire avancer un marché, il va te dire le coût de lobbying est peut-être un peu élevé. Alors peut-être qu'on peut trouver des lobbyistes plus efficaces que les universitaires, vu mon faible score en lobbying. Je veux bien penser que d'autres sont plus efficaces et plus rapides, mais je pense qu'il faut effectivement dédier beaucoup de ressources pour arriver à ça. Si les gestionnaires de flotte arrivent à se coordonner et à porter un message, ils pèsent 50% du marché, donc forcément, ça peut être extrêmement intéressant. Est-ce qu'ils peuvent être les prescripteurs ou précipiteurs de marché? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que leur logique est plutôt d'être une logique d'optimisation de la décision au moment où ils la prennent. Je ne suis pas sûr qu'ils aient des plans structurels sur les 5 ans ou sur les 10 ans pour réduire drastiquement leur empreinte carbone, etc. Je ne sais pas si je connais mal cet univers. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils font attention à ça. Les comportements, généralement, ne sont pas les mêmes des acheteurs de véhicules personnels et des acheteurs de flotte. On a beaucoup de soucis au niveau européen avec les véhicules hybrides rechargeables, justement à cause des flottes. Puisque, en gros, si je simplifie, un véhicule hybride rechargeable qui est utilisé par une entreprise est utilisé comme un véhicule thermique et pas comme un véhicule électrique, alors que le même véhicule utilisé par toi et moi serait un véhicule pur électrique dont le thermique ne servirait qu'une fois par an. Donc, est-ce qu'ils peuvent être prescripteurs? Il faudrait vraiment qu'ils fassent une grande révolution culturelle pour ne plus acheter que de l'électrique et de se dire qu'une partie de leur business serait de faire du business development en agrégation de données, de stockage, etc. Ça serait malin qu'ils le fassent. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils pourraient le faire? Je ne sais pas. Mais s'ils veulent un nouveau marché porteur avec quelques pourcents supplémentaires de rentabilité, c'est par là qu'il faut qu'ils aillent. Est-ce qu'ils iront? Je ne les connais pas assez pour savoir s'ils peuvent le faire ou pas. Ou s'ils souhaitent le faire ou pas. Tac, tac, tac. Alors, la question de Dany, est-ce que le véhicule to grid peut compenser les coûts? Le principal coût à faire du véhicule to grid aujourd'hui, c'est le coût de la borne de recharge, puisqu'il faut installer une borne de recharge bidirectionnelle. Jusqu'à il y a 3 ans, je vous aurais dit que ça coûtait très, 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 très cher parce que c'était des bornes qui étaient faites à la main quasiment. Donc avec tous les défauts des bornes artisanales, c'est que quand c'est artisanal, c'est sympa, mais c'est artisanal. Là, maintenant, il y a ABB qui s'y met. Donc du coup, c'est beaucoup moins artisanal. Les coûts ont tendance
abaissé assez drastiquement. Donc, il faudrait effectivement qu'il calcule à quel moment il y a le break-even point. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est une bonne question. Trop tôt pour le savoir. Ça dépend comment vous voulez le savoir. Si vous voulez le savoir à la dizaine d'euros près, oui, c'est un peu trop tôt pour le savoir. Sauf si il y aura une astuce qui serait de trouver un agrégateur de flexibilité et de proposer vos flottes non pas directement sur les marchés, mais en passant par un agrégateur existant. Donc un agrégateur type TotalFlex ou Agrégio chez EDF, ou il y en a d'autres, malheureusement, je ne me rappelle pas de leur nom là tout de suite, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas les citer, c'est parce que je ne me rappelle pas leur nom. Mais il y a plein d'agrégateurs de flexibilité avec lesquels vous pouvez contractualiser. Mais du coup, ce n'est pas vous qui gérerez directement. Vous offrirez la ressource à un tiers qui l'offrira sur les marchés, en les combinant avec d'autres sources de flexibilité pour adresser l'ensemble des marchés, ce qui peut être un moyen, mais qui est un moyen en 2 étapes d'arriver sur le marché, et pas en étape directe. Je pense que si on est un gestionnaire de flotte, on a probablement la taille suffisante pour l'adresser le problème directement. Mais pour l'adresser directement, il faut investir dans les bornes de recharge, investir dans le système informatique, dans les systèmes de communication et le faire soi-même, ce qui nécessite un coût de développement du projet. Mais ça peut se mesurer. Hein. Je veux dire, c'est pas un travail très compliqué. Il suffit de mettre un ingénieur pendant 3 mois, puis il vous dit combien ça coûte. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lever votre main et à poser les questions directement. Donc, j'ai vu Alexandre Faure qui voudrait poser une question. Oui, tout à fait. Merci Alexandre Faure de la Fondation France-Japon de l'École de hautes études en sciences sociales. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure de contrats qui pouvaient être passés entre le propriétaire d'une voiture et des entreprises pour être assuré que les personnes soient présentes à tel ou tel moment de la journée. Vous demandez concernant la gestion des données entre l'individu, les détenteurs de la borne, celui qui l'opère, l'opérateur électrique. Voilà, comment ça se passe? Je sais Chrono s'était posé un peu la question justement de savoir entre le possesseur de la voiture et notamment au moment où les batteries étaient louées, il y avait encore cette question pour qui détenait la donnée. Et finalement, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se font au niveau européen justement pour une harmonisation aussi? Parce que j'imagine que pour plein de régions, ça doit être problématique. Les Pays-Bas particulièrement, avec les gens qui sortent et qui rentrent du territoire, ils se posaient pas mal de la question. J'avais rencontré des députés à La Haye qui ne comprenaient pas comment ils allaient gérer les données à l'avenir autour de ça. Est-ce que vous avez une idée? Quelle est votre réflexion autour de ça? C'est une des boîtes noires. Pour le dire simplement, c'est vraiment une des boîtes noires. Et c'est une boîte noire qui est d'autant plus noire que les gens qui ont les données, il y a 2 problèmes. Il y a un premier problème qui est est-ce qu'on fabrique les données? La réponse est oui. Évidemment qu'on fabrique les données, évidemment qu'on les récupère, évidemment qu'elles existent et qu'elles sont stockées quelque part. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, les données existent. Deuxième problème, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et qui a le droit de faire quoi avec? Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec? Et comme le cadre légal de ce qu'on a le droit de faire les données est tellement flou et tellement incertain, la traduction, c'est on a les données, mais on ne les utilise pas et on ne les regarde pas. Donc, on a des terras de données. L'appellation chez PSA, et je pense ne pas trahir de secret en disant la manière dont ils l'appellent, ils appellent ça un lac de données. Donc, ils ont un lac de données et nous, on a demandé est-ce qu'on pourrait aller faire un petit plongeon dans le lac, hein. On est des data crunchers. Moi, si on me dit qu'il y a un lac de données, j'ai envie d'aller me baigner dedans pour voir ce que ça donne, quoi. Quitte à ressortir un peu trop frais ou un peu trop chaud si les données sont froides ou chaudes, mais chouette, allons nous baigner, quoi. Et on n'a pas réussi à convaincre le département juridique qui dit mais on ne sait pas ce qu'on a le droit de vous laisser regarder parce qu'on ne sait pas ce que vous allez faire avec. Et nous on leur dit mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oui, mais il faut que vous nous disiez ce que vous allez faire avec pour savoir si on a le droit de le faire, ou en tout cas si on n'a pas l'interdiction de ne pas le faire.
Ouais, mais je ne sais pas ce que je vais trouver, moi, dans les données. Enfin, je peux m'engager à dire que donnez-moi les données et puis je ne dirai rien nulle part ailleurs, mais je vous le dirai à vous en premier, puis vous me direz si j'ai le droit de le dire ou pas. Mais c'est un problème de poule et d'œuf, en fait. C'est que comme je n'ai pas accès aux données, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et comme je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce que je peux en faire. Mais j'ai des usages interdits qui font qu'il vaut mieux qu'on ne me donne pas la donnée plutôt qu'on me la donne et que je fasse quelque chose d'interdit. J'ai toujours pas réussi à démêler ce problème, ça fait 3 ans qu'on est dedans. Et je ne vois pas d'astuce. On a le même problème avec Enedis, on a le même problème on a le même problème partout, en fait, qui est que comme on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, on ne sait pas si on anonymise les données, si c'est suffisant, si on ne peut pas malgré tout retrouver tralali, tralala. Donc, je pense que c'est des données perdues. C'est des données existantes, mais qu'en fait, elles n'existent pas. Enfin, elles ont une existence numérique, mais soit on les hack et on regarde, soit on fait du scrapping et on récupère tout, et puis on essaie de voir ce qu'on peut en faire, et puis après on leur dit, bah, voilà ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on a le droit de le faire? Mais on ne pourra pas avoir un accès légal aux données pour savoir ce qu'on peut faire avec. En tout cas, pas du côté chercheur. Donc, il faudra aller voir du côté des voleurs de données, mais nous, on ne fera pas ça. Enfin, voilà. À l'évidence, moi, à Central Supélec, je ne vais pas aller voler les données de Stellantis pour savoir ce que Stellantis pourrait faire avec ces données malgré Stellantis. Ça ne sera pas mon rôle. En ce qui concerne combien, et ça concerne combien, je ne sais pas. Si c'est un lac, j'imagine qu'il doit y avoir 2 ou 3 rameurs. Je ne sais pas. Je ne connais pas les dimensions du lac. Merci. Florian Roch, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Florian Roch, consultant en innovation et notamment dans le secteur automobile. C'est moi qui ai posé tout à l'heure la question dans le chat sur des éléments chiffrés. Alors, j'imagine qu'évidemment, ça peut nous mener loin et que l'heure est déjà avancée, mais par rapport aux différents scénarios que vous évoquiez, de business model notamment, est-ce que vous avez dégagé, cela dit, je ne sais pas, quelques éléments d'équation type ou quelques seuils de rentabilité ou de déclenchement et d'accélération du marché? Voilà, est-ce qu'il y a quelques… Non, en fait, on fait pas. Peut-être ça vaut le coup que je réexplique le positionnement de ma chaire. En fait, nous, on est… donc, la chaire Armand Peugeot est une initiative de recherche financée par Stellantis dans le cadre d'une fondation. Donc, en gros, ça revient à dire que Stellantis fait un chèque à la fondation Central Supélec, une autre à la fondation ESSEC, et chez Stellantis, chez Central Supélec et chez ESSEC, on dit aux chercheurs qui sont intéressés par ces questions-là, bah, si vous êtes intéressés par ces questions-là, vous avez un budget pour faire ce que demande cette entreprise, c'est-à-dire une recherche sur les véhicules électriques. Donc après, on choisit les questions qui nous intéressent et on les développe. Et si au bout de 5 ans, Stellantis est content de ce qu'on a trouvé, eh bien, ils nous disent on repart pour un tour, on ne repart pas pour un tour. Donc, on ne fait pas des choses commerciales au sens strict. On n'essaie pas de définir quel est leur business model. On essaie de définir ce qui serait intelligemment constructif pour l'entreprise si elle avait le temps de se projeter 5 à 10 ans en avance. Au début, moi, je pensais que c'était 20 ans en avance, donc j'ai 10 ans d'avance au moins pour ça. Mais voilà, l'idée est vraiment de se dire qu'est-ce qui serait intelligemment constructif pour décarboner la mobilité et pour offrir des services aux possesseurs de véhicules électriques versus à Stellantis s'ils se font disrupter à la Microsoft IBM ou à la Apple IBM. Mais on ne fait pas de calcul d'entrée sur le marché. Alors, même sans entrer dans des calculs, est-ce que vous avez des modèles ou des scénarios d'où pourrait venir le déblocage ou l'accélération du marché? Est-ce qu'il y a des situations types
Non, que vous avez identifié? on n'a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi comme ça. D'accord. Ce qu'on essaye de faire, vu que notre point de départ, c'est Centrale Supélec, donc notre point de départ, c'est d'essayer de comprendre les contraintes techniques, les options et ce qu'on peut faire avec l'existant et des modifications de l'existant qui permettent d'optimiser les dispositifs tels qu'ils sont. Donc, on n'est pas dans la prospective trop, quoi. Enfin, c'est difficile de dire ça parce qu'en même temps, on veut la modification de règles de marché qui prennent du temps, mais c'est des modifications de règles de marché qui, entre guillemets, ne sont pas la révision complète de la règle de marché, mais qui sont des adaptations des règles existantes dans un univers dans lequel on pense que c'est juste des adaptations à la marge, mais pas des adaptations de transformation des marchés en profondeur. Et donc, du coup, ce qui est certain, c'est que plus on massifie les véhicules électriques, plus on va mettre des bus électriques, des camions électriques, etc. Et plus le delta entre ce qui serait intelligent de faire et la bêtise de ce qu'on fait sera important. Le jour où les 8000 bus de la RATP seront électriques et qu'il y aura 8000 fois 400 kWh de batteries qui vont se promener dans Paris, j'imagine qu'à un moment, on va essayer de se poser la question de leur recharge intelligente ou de leur recharge dynamique. À la date d'aujourd'hui, on ne se pose pas la question, et moi je ne me la pose pas parce que Stellantis ne fabrique pas de bus. Mais j'espère que les gens qui travaillent dans les bus électriques se grattent la tête en se disant on va avoir 8000 bus électriques dans Paris de 400 kWh chacun. Ça fait une sacrée centrale. Hein. Donc, à la fois à alimenter, mais potentiellement en flexibilité. Donc, les leviers, je pense qu'ils sont dans la massification, comme toujours. Mais je n'ai pas idée j'ai pas essayé de faire des tests de sensibilité pour savoir si le fait de mettre 10 000 véhicules ou 100 000 véhicules, ça changeait profondément les résultats. On est toujours parti dans l'optique de se dire, on prend les données telles qu'elles sont, on est un opérateur de marché, on n'a pas d'influence sur les prix, et tant qu'on est 10 000, 20 000, 30 000, on n'a pas d'influence sur les prix. Après, on a d'autres collègues dans d'autres facs qui essayent de mesurer quelle serait l'incidence d'avoir 1 million de véhicules ou 2 millions de véhicules. Mais là encore, c'est dans des modèles de simulation, c'est-à-dire qu'ils prennent l'existant, puis ils disent si on a 2 millions de véhicules, alors on a un pouvoir de modification des prix de 5%, 10%, 15%, mais pas vraiment d'effet en retour sur l'électrification ou sur le développement de la filière automobile. Ok, merci. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait se lancer. Oui, moi j'ai envie de reprendre la parole parce que c'est des sujets qu'on découvre aussi. Et en t'écoutant, j'avais quand même l'impression qu'il y a dans tout ce dont tu parles, la figure de l'entrepreneur, que ce soit l'entrepreneur institutionnel qui va modifier les règles du jeu, l'entrepreneur économique qui va avoir une opportunité dans des nouveaux marchés. Et puisqu'on est dans les temps des entrepreneurs, tu as évoqué des startups. Voilà, tu n'as pas beaucoup évoqué cette dimension-là, c'est-à-dire qui sont les entrepreneurs de ces marchés. On voit que toi, tu es un peu un entrepreneur parce que quand même, tu as une espèce d'engagement qui n'est pas loin de celui d'un entrepreneur. Je dirais scientifique, hein, pas économique, mais institutionnel en partie. Mais voilà, quelles sont les figures des entrepreneurs? On connaît bien sûr Tesla, et donc on se demande dans quelle mesure Tesla est un entrepreneur au sens large aussi dans ces domaines-là, c'est-à-dire est-ce que finalement Tesla, ce qui l'intéresse, c'est de vendre des voitures selon un modèle assez classique, et donc ces dimensions-là, il intègre dans sa vision du futur qui vend aux investisseurs, mais finalement, pour l'instant, il focalise toute son attention sur je vends mes véhicules qui coûtent très cher et donc je me rémunère là-dessus, je me rémunère sur la valeur actionnariale que je génère par mon image et par mon discours. Mais où est-ce que Tesla, effectivement, est un entrepreneur qui agit dans les champs là que tu dessines? Est-ce qu'il a
moi, je ne connais pas les détails, mais connaissant Mask, ça me surprendrait qu'il n'y a pas une filiale qui traite spécifiquement de ça. Et est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui… Parce que, par exemple, moi, je m'interrogeais sur… j'ai compris qu'il y a une question de réglementation qui rend compliqué pour l'entrepreneur d'entrer dans les marchés entre les producteurs d'énergie et d'autant plus que souvent, c'est des anciens monopoles d'État. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas les marchés les plus simples à naviguer pour une start-up. Et dans l'autre… Après qu'est-ce que tu dis avant les compteurs, après les compteurs, je me souviens plus la formule. C'est-à-dire quand tu dis il n'y a pas de contrainte, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que des entrepreneurs ne pourraient pas entrer là-dedans? Tu évoquais l'hypothèse des quartiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas agréger justement des plusieurs maisons, bâtiments, notamment dans des endroits où on construit des nouvelles maisons, j'en sais rien, il y a un développement urbain important. Et on s'imagine que c'est pas un ménage, mais c'est des centaines ou des milliers de ménages agrégés qui gèrent comme ça leur batterie et leur énergie, peut-être en Californie ou en Maryland dont tu parlais. Et donc, voilà, cette question de l'entrepreneuriat, des barrières à l'entrepreneuriat qui sont les entrepreneurs et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, puisque tu disais, voilà, on attend que les marchés se créent, mais en attendant, quelles sont les formes d'entrepreneuriat que tu as explorées, que tu peux évoquer? Ok. En fait, il y a il faut voir que là, on est on est dans on est dans plusieurs dynamiques. Ce qui est compliqué, c'est ce que tu décris bien, c'est qu'effectivement, il y a des entrepreneurs de genres différents. Donc, il y a eu un premier entrepreneur qui était un entrepreneur académique, qui était Willett Kempton, qui a défini le concept. Qui s'est amusé à prendre un véhicule thermique, à le transformer en électrique et à le connecter au réseau pour voir si ça marchait. Ce qui est un projet d'étudiant, en fait. Un projet d'étudiant accompagné par un prof qui, du coup, se dit ah, bah, tiens, c'est rigolo, ça marche, tiens, si on essayait, tiens, si on faisait ça. Donc, c'est un entrepreneuriat académique, scientifique au début. Puis après, ils se sont dit mais merde, s'il y avait des gens qui faisaient des véhicules, ça serait super. On pourrait peut-être avoir 10, 20, 30, 50 véhicules et faire exactement la même chose. Donc, il y a un entrepreneuriat académique qui a été impulsé par Kempton dès la fin des années 90 et qui s'est transformé en start-up innovante, qui est celle dont je vous parlais, qui est Nouvi, qu'il a cofondée avec tout un tas d'autres personnes, peu importe, et qui, depuis 2010, se développe et a été coté au Nasdaq là, en début d'année. Donc là, il y a une équipe d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, assez classique, de spin-off type Silicon Valley, avec une idée qui est créée dans l'Est des États-Unis et qui va ensuite s'implanter à l'Ouest des États-Unis et qui se diffuse de projet en projet au Danemark, en France, au Japon, en Afrique, etc. Ensuite, dans chacun de ces pays, il y a eu un relais, j'ai envie de dire, un relais académique. C'est-à-dire l'idée de Kempton est quand même hyper attractive, hyper intéressante. Et donc, au Danemark, c'est DTU, la Danish Technical University, qui a fait tout le travail de transposition du fonctionnement nord-américain au fonctionnement danois. Et donc, avec la discussion avec les régulateurs pour faire des évolutions de règles du jeu, etc. de telle sorte que la deuxième grosse expérimentation après celle de l'Est des États-Unis, ça a été le Danemark, ensuite ça a été la Californie, ensuite ça a été la France, et ainsi de suite. Donc voilà, donc au niveau réseau, j'ai envie de dire au niveau de réseau de l'électricité, c'est impulsé par du monde académique, et avec l'idée d'essayer de convaincre les pouvoirs publics et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution qu'il vaut mieux qu'ils coopèrent avec des gens qui ont envie de coopérer avec eux et de leur offrir des services à eux, plutôt que de laisser faire n'importe quoi au niveau du monde privé, du compteur, du derrière le compteur. Il vaut mieux que ce soit coordonné et géré comme un élément de réseau de distribution ou d'élément de réseau de transport, plutôt que comme un élément aléatoire au niveau des maisons ou des bâtiments. Au niveau des maisons, le marché est trop éclaté pour qu'il y ait vraiment un fabricant de maisons qui se dise « je vais offrir un nouveau concept de véhicule to home clé en main avec un panneau photovoltaïque sur le toit, un energy management system, etc. Au niveau des bâtiments, il y a Bouygues qui est extrêmement dynamique
pour vendre des bâtiments intelligents avec gestion active des flottes. Et du coup, pour Bouygues, on comprend bien le business model qui est de dire je vous vends un bâtiment intelligent qui consomme moins d'énergie, mais je vous le vends plus cher. Donc, on voit bien que là, l'intérêt, c'est de dire toutes les économies d'électricité que vous allez faire pendant 10 ans, vous allez les mettre dans l'achat du bâtiment. Et donc, vous allez les mettre dans les poches de Bouygues maintenant plutôt que dans les poches d'EDF et d'Enedis dans le futur. Donc, ce qui est un business model qui fonctionne, mais dans le monde du bâtiment, le rythme de construction n'est pas très élevé, et en tout cas beaucoup moins rapide que dans l'univers automobile où le renouvellement est quand même plus rapide que les bâtiments, puisque en gros, on dit qu'en 2050, 80% des bâtiments que l'on voit autour de nous seront encore là. Donc, on n'aura que 20% de bâtiments neufs. En termes de flotte de véhicules, on aura un renouvellement qui est évidemment beaucoup plus rapide. Dans l'univers du véhicule to grid, jusqu'à l'année dernière, Tesla disait que ça ne les intéressait pas, que ce n'était pas leur problème, qu'ils s'en foutaient. Mais Tesla a une caractéristique qui est qu'ils vendent des batteries. Et donc, comme ils vendent des batteries, ils ont un business model dans lequel une partie importante de leurs équipes fait du trading d'énergie. Parce qu'il faut alimenter les fameux bornes de recharge. Et donc, comme il faut alimenter les bornes de recharge, qui sont des recharges haute puissance, et que quand les gens arrivent, ils consomment beaucoup, là, il faut toute une équipe derrière d'acheteurs d'énergie professionnelle, et donc de vendeurs acheteurs d'énergie professionnelle, donc d'agrégateurs d'énergie, pour gérer la consommation des flottes de Tesla dans chacun des pays dans lesquels il y a des Tesla qui se rechargent à forte puissance. Donc, j'ai envie de dire, un des leaders, c'est Tesla, mais pas sur le véhicule to grid. Sur le véhicule to grid, c'est plutôt Nissan, qui a été pendant longtemps en pointe. Et maintenant, tous les autres ont envie de rattraper Nissan, et tous les autres ont envie de dire qu'ils font au moins aussi bien que Nissan, voire même mieux, évidemment. Une fois qu'ils sont lancés dans la concurrence, c'est un peu la surenchère. Mais pendant longtemps, les seuls qui avaient des protocoles d'information entre la voiture et les bornes de recharge, c'était Nissan avec le protocole CHAdeMO. Maintenant, en Europe, on a un protocole qui permet la communication aussi. Donc, ce retard à l'allumage a été compensé par les opérateurs européens. Et donc, maintenant, tous les opérateurs soit se posent la question de savoir est-ce qu'il faut qu'ils deviennent des acteurs de marché de l'électricité, soit ils ont répondu à la question en disant oui et ils le font, soit ils continuent à se poser la question en se posant la question à quel moment il faut devenir un opérateur de marché et à quelles conditions il faut devenir un opérateur de marché électrique. Et souvent, une des réponses, c'est qu'il faudrait déjà qu'ils gèrent bien leur fourniture d'énergie dans chacun des pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a vraiment un gros métier d'acheteurs d'énergie en eux-mêmes et pour les véhicules électriques qui n'est pas encore la nouvelle norme de fonctionnement, alors qu'elle est la norme de fonctionnement chez Tesla. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces réponses et aussi merci à toutes les questions qui ont été faites. Je pense qu'on a eu une excellente journée de GRPISA. On a découvert plein de choses et on les connaissait un peu déjà. On a déjà invité pas mal des doctorants justement aux journées jeunes chercheurs. Donc, on avait déjà eu un aperçu, mais c'est vrai qu'on voit vraiment la richesse des questions et des enquêtes menées. Et donc, je pense que ça va devenir de plus en plus, moins un angle mort, mais un angle où on va mettre au moins une de nos lampes pour l'éclairer de manière plus régulière, puisque c'est vraiment intéressant et je pense important pour aussi un lien aux questions de l'actualité, avec toutes ces questions des problématiques des coûts des matières premières et de l'énergie. C'est clair que cette économie de l'énergie va jouer un rôle de plus en plus important. Je pense que je peux dire qu'on peut s'arrêter là, c'est qu'il y a un bon moment parce qu'on a épuisé pas mal des questions et ça fait quand même déjà 2 heures qu'on est ensemble. Alors, je donne quand même une dernière opportunité aux très timides qui n'auraient pas posé leurs questions jusqu'à maintenant avant de conclure cette journée. Et 3, et 2, 1, et non. On va donc terminer là. Merci beaucoup, Yannick. On aura l'occasion sans doute de se revoir puisque la journée chercheur, c'est pour bientôt et sans doute
je crois qu'on a au moins un de tes anciens doctorants qui figure et on fait appel à toi pour discuter ce qui relève de ces domaines de recherche et on en a. Et je remercie donc tous les participants pour la discussion et pour la participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Bon courage à tous. Au revoir. Vraiment, ok. Merci beaucoup.